Merci beaucoup Muriel, merci au Forum de m'avoir invité pour ce cours. D'ailleurs, le blanc des origines, je le dis tout de suite, mais je le préciserai après plus. J'ai emprunté ce titre à un critique que j'aime beaucoup, qui est Alain Philippon, qui est mort assez prématurément. Et il y a eu un recueil de ses textes qui est sorti après sa mort, qui s'appelait Le blanc des origines, et qui est une citation d'un de ses textes que je vous lirai plus tard. Donc, bien sûr, Le blanc des origines pour Alain Philippon, qui était un critique qui a beaucoup écrit sur Philippe Garrel. Ça renvoyait aussi à un film de Philippe Garrel qui s'appelle Le bleu des origines. Cette question à la fois du blanc et des origines, c'est celle qui m'est venue tout de suite à l'idée quand Muriel m'a demandé de travailler sur la neige et m'a donné d'une certaine manière carte blanche. Donc justement, je me suis dit, je vais m'intéresser au blanc, ce qui peut paraître une évidence quand on parle de la neige. Mais le blanc comme origine, vous verrez, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie bien sûr à la lumière, ça renvoie à cette couleur blanche qui est à la fois l'absence de couleur, mais qui en même temps les contient toutes. Ça renvoie au blanc de l'écran. Le blanc de l'écran qui peut être une surface d'apparition, mais qui peut être aussi un cache, une surface dans laquelle on enfouit les choses et de laquelle on en fait réapparaître d'autres, des souvenirs, des pulsions, du refoulé. Bon, on verra tout ça. Et donc l'idée du blanc comme une surface, d'abord comme une surface. La neige d'abord comme une surface blanche. Ce qui n'est pas si évident, vous le verrez dans les extraits que j'ai choisis, ça implique une vision de la neige comme quelque chose de figé, d'épais, d'immuable, de massif, de durable, alors que la neige peut être exactement le contraire. Ça peut être une figure de l'impermanence, de ce qui est évanescent, de ce qui est furtif comme des flocons, de ce qui est appelé à se fondre à d'autres éléments, à d'autres matières, à d'autres couleurs, en fondant tout simplement. Donc là, on va plutôt voir des exemples où la neige est au contraire quelque chose qui s'impose, qui impose sa blancheur comme quelque chose presque d'immuable apparemment. Alors en remontant à cette idée des origines, je vais aussi commencer par faire des analogies entre des extraits de films et des citations littéraires et des mythes presque fondateurs, des mythes de la littérature fondateurs de cette question du blanc. Voilà, qu'est-ce que c'est que le blanc et qu'est-ce que ça représente comme forme d'image, de représentation, d'apparition, de disparition. Avant le cinéma, la littérature s'est beaucoup intéressée à cette question, et notamment à travers 3 mythes. Et je vais commencer par le premier, qui est celui de Perceval ou le Conte du Graal, de Chrétien de Troyes, qui est peut-être le premier exemple comme ça dans l'histoire de la littérature où on voit apparaître l'idée de la neige comme surface blanche sur laquelle peuvent apparaître des images, puisqu'il y a cet épisode très fameux dans Perceval le Gallois où Perceval voit deux faucons attaquer un oiseau et l'oiseau blessé de l'oiseau blessé s'écoule 3 gouttes de sang. L'oiseau repart et Perceval regarde ces 3 gouttes de sang et il y voit le visage d'une femme aimée qui est Blanche Fleur. Il reste absolument saisi par ces 3 gouttes de sang et par l'image qu'il croyait percevoir, par le visage qu'il croit y retrouver. Alors, il y a eu beaucoup de textes sur cet épisode-là, notamment sur sa symbolique sexuelle, puisque Perceval le Gallois est... Jusqu'à présent, avec Blanche Fleur, ils ont eu des rapports physiques très chastes, des embrassades. Il y a aussi les larmes de Blanche Fleur qui, un matin, ont réveillé comme ça Perceval le Gallois, qui était réveillé par l'humidité comme ça des larmes de Blanche Fleur. Mais Perceval, avant cette apparition, est quelqu'un d'assez éthéré. Vous savez qu'il était Perceval au début du Conte du Graal et isolé comme ça du monde extérieur par sa mère, qui ne veut surtout pas qu'il devienne chevalier, comme son père et ses frères qui en sont morts, et qui donc, d'abord, la première fois qu'il voit apparaître des chevaliers, c'est comme ça qu'il décide de l'être lui-même, il croit voir des dieux,
Et donc tout d'un coup, il a cette apparition éminemment charnelle, éminemment terrestre, qui vient même du sol, et qui crée une sorte de bouleversement en lui. Alors, là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, bien sûr, un cinéaste a représenté ça. Et en l'occurrence, c'est Éric Rohmer, dans son adaptation de Perceval le Gallois, qui date de 1979. Donc on va... Pardon, je tousse un peu, je suis désolé, je suis un peu convalescent. Après avoir passé tellement de temps dans la neige, voilà, j'en ai quelques traces. Donc on va voir tout de suite cet extrait, s'il vous plaît, de Perceval le Gallois, d'Éric Rohmer. Il en est venu 2 ici, qui eussent voulu m'emmener, comme si fussent prisonniers. Tandis que tout pensive j'étais, d'une pensée qui me plaisait. Il était 3 gouttes de sang qui scintillaient là, sur le blanc. À les regarder, je croyais que le visage je voyais de mon amie, la châtelaine. Cette pensée n'est pas vilaine. Elle est moute courtoise, et moute belle. C'est un brutal et un cruel qui veut vous en faire sortir. Mais de savoir, j'ai le désir ce qu'à présent vous allez faire. Au roi, s'il ne vous doit déplaire, je vous mènerai dans son camp. Oh! Dites-moi premièrement, si dans l'entourage royal se trouve qu'est le sénéchal. Mais oui, vraiment, il est ici. Et sachez bien qu'il fut celui à qui vous avez le bras droit fracassé, et aussi, je crois, l'épaule entière déboîtée. Ainsi l'aurais-je bien vengé, la pucelle qui l'a battu? Beau sire, par mon salut. Serait-ce vous que nous cherchons? Dites-moi, quel est votre nom? Perceval, sire. Bon, d'abord, il y a une idée très simple mais très belle qui n'est pas dans le roman, et qui est cette idée qu'avant d'être deux de ces gouttes, avant d'être les joues de blanches fleurs, apparaissent d'abord comme des larmes, ce qui renvoie à cette rencontre primitive des larmes de blanches fleurs qui ont coulé sur le visage de Perceval. Donc il y a cette apparition qui, d'une certaine manière, un peu paradoxale, cette rêverie qui le ramène à quelque chose de charnel et qui le ramène à la terre, d'une certaine manière, au sol. L'intéressant, c'est de voir comment Rohmer l'a représenté. Vous avez remarqué, peut-être vous connaissiez déjà le film, que c'est un film en studio avec des décors totalement artificiels. Pour Rohmer, c'est une forme de réalisme, c'est-à-dire que Rohmer s'opposait, par exemple, à la représentation à Lancelot du Lac de Robert Bresson, qui avait filmé dans des décors naturels, dans des véritables châteaux. Il disait que c'est une vision, au fond, très moderne et très du Moyen-Âge et du rapport au présent, qui pouvait être celui du Moyen-Âge. C'est une projection moderne, au fond, disait Rohmer, que ce réalisme des décors chez Bresson. Et pour Rohmer, le réalisme, c'était de partir des représentations du Moyen-Âge et des dessins, des enluminures. Donc c'est ça qu'il reproduit dans cette apparente artificialité. C'est ce réalisme de la représentation de l'époque. Mais bien sûr, chez le spectateur, ça donne aussi un sentiment d'artifice. Cette neige, par exemple, est vraiment une surface totalement blanche, plane, solide presque. Et puis, il y a cette idée très étonnante de la part de Rohmer. Alors, on peut y voir une façon, une solution pour filmer quelque chose de quasiment impossible. C'est la façon dont il filme l'attaque du faucon, l'attaque de l'oie par le faucon, sous forme de dessin animé, ce qui est assez surprenant de la part de Rohmer, a priori, mais qui va avec l'esthétique du film, qui vient de représentation picturale, qui vient aussi du dessin. Je crois que c'est aussi une façon, à ce moment-là, de retirer l'éventuelle crudité de cette scène, d'un faucon qui attaque une oie, qui verse des gouttes de sang. Et puis, bien sûr, c'est la précision aussi de précisément montrer comment tombent les 3 gouttes de sang. Et ça, on ne peut l'obtenir qu'artificiellement. Et tout ça fait que, tout d'un coup, l'apparition du visage de Blanche Fleur est absolument saisissante, puisque là, au contraire, il choisit le contraire d'une représentation abstraite.
ce que la lecture du livre pourrait engendrer comme idée, c'est-à-dire que c'est aussi peut-être simplement une projection, une représentation abstraite que se fait à ce moment-là Perceval, et au contraire Rohmer là met une image d'essence photographique, une image cinématographique, et ce gros plan donc de Blanchefleur, et qui est d'autant plus saisissant qu'on part des gouttes abstraites pour arriver donc vraiment au visage tel qu'il est. Et il va ce qui est assez beau, c'est qu'il va jusqu'au bout du fondu enchaîné, c'est-à-dire que l'image de Blanchefleur, ce gros plan d'Ariel Dombal qui joue le rôle de Blanchefleur, finit par remplacer les gouttes sur la neige. Donc là, on est vraiment presque, en tirant un petit peu sur le fil, on pourrait dire qu'on assiste là, à travers ce mythe de Perceval et des 3 gouttes de sang sur la neige, presque à la naissance d'une image cinématographique. Et qui est montré même comme quelque chose qui se révèle comme ça dans le blanc, qui est à la fois le blanc de l'écran, le blanc de la virginité de la pellicule ou du papier photographique. Donc tout d'un coup, voilà, cette image d'autant plus saisissante qu'elle est d'autant plus réelle qu'elle apparaît dans une esthétique artificielle, ou en tout cas qui relève plutôt du dessin que de la photographie. L'autre chose, bien sûr, c'est pour ça que j'ai laissé l'extrait un petit peu durer, c'est cette idée qui a aussi beaucoup interrogé les gens qui ont essayé d'interpréter cette scène. C'est de quel ordre est la rêverie de Perceval, en fait. Il est fasciné tout d'un coup par ce qu'il voit. Est-ce que c'est une rêverie? Est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il est, dans quel état il est? Qu'est-ce que c'est que cet état second dans lequel il est, et que lui-même... qui est décrit. Alors dans le parti pris de Rohmer, c'est que les personnages parlent à certains moments d'eux à la 3e personne. Et donc il y a cette phrase qu'il reprend, une texto dit par Lucchini lui-même, par Perceval lui-même, qui est « Il pense tant qu'il s'oublie ». Et cette phrase de celui qui est tellement perdu dans ses pensées qu'il s'oublie a fait couler beaucoup d'encre de toutes les couleurs sur du papier blanc, mais alors il y a eu même des interprétations psychanalytiques sur quelqu'un qui se perd pour retrouver son moi, etc. Mais ce qui est assez beau, c'est que là, très clairement, ça renvoie à une sorte de fascination hypnotique qui renvoie aussi à quelque chose qui sont les origines du cinéma, et aussi plus précisément dans l'œuvre de Rohmer, à une figure très importante qui est l'idée de la sublimation de l'être aimé. Peut-être que cette scène, ce qu'il a retrouvé dans Perceval ici, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de ses films, c'est-à-dire des êtres qui vont sublimer un être aimé parce qu'il est absent, comme dans Contes d'hiver par exemple, ou dans Le Beau Mariage, parce qu'on va essayer, un personnage va vouloir se marier à tout prix et donc projeter comme ça un mari possible. Donc cette sublimation de l'être aimé, qui a quelque chose aussi, ça a été dit à propos de Rohmer, parfois de Don Quichotesque. Don Quichotte, grande œuvre aussi qui a beaucoup marqué Rohmer, c'est-à-dire des personnages qui sont guidés comme ça par une sorte d'idéal ou d'idéalisation ou de sublimation de l'amour. Et là, un peu d'ailleurs comme Don Quichotte, vous avez vu, ça décuple les forces de Perceval, qui agit presque inconsciemment contre ceux qui viennent tenter de le sortir de cette rêverie. Celui qui parvient à le sortir de cette rêverie, c'est Gauvin, parce que lui a compris qu'il ne faut pas le faire par la violence, que c'est presque sacrilège que de sortir quelqu'un comme ça d'une rêverie aussi intense. Donc voilà comment Rohmer part de ce mythe de Perceval pour, à mon avis, le ramener au cinéma, quelque chose qui est de l'ordre de l'apparition tout d'un coup de l'image, de cette capacité qu'a le cinéma de faire apparaître une image et de créer une sorte à travers cette image, de sublimation et de fascination. Alors, un autre mythe très important, auquel j'ai aussi pensé tout de suite quand il a été question du blanc et de la neige, j'y ai pensé à travers son adaptation cinématographique d'abord. C'est Un roi sans divertissement de Jean Giono.
Il se trouve qu'Un roi sans divertissement a été adapté au cinéma en 1963 par François Leterrier. C'est un très très beau film, assez méconnu. Et c'est assez passionnant parce que c'est un exemple d'adaptation cinématographique dans le sens où c'est Giono lui-même qui, vous le savez, pardon, excusez-moi, peut-être s'intéressait beaucoup au cinéma au point qu'il a créé une maison de production de films. Il a produit quelques films et c'est lui-même qui a eu l'idée d'adapter son propre roman, qui l'a produit et qui en a fait le scénario, qui est un exemple d'adaptation assez extraordinaire puisqu'il va condenser tout d'un coup son récit pour l'amener vraiment vers ceux qui l'intéressent d'un point de vue cinématographique et qui est presque de l'ordre de toute la dimension visuelle au fond du roman. Alors je rappelle un peu ce que raconte Un roi sans divertissement. On se retrouve dans une région très, très sauvage, très enneigée. Alors je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est dans le Vercors, mais j'ai un petit doute au moment où je vous le dis. Mais peu importe, ça se passe dans un tout petit village, totalement isolé en hiver par la neige. Et puis, il va avoir lieu dans ce village, vont avoir lieu des disparitions étranges. Des personnages, des femmes vont disparaître sans que l'on sache absolument rien de ce qu'elles ont pu devenir. Elles disparaissent sans laisser de traces. Et puis, on va comprendre qu'il y a quelqu'un qui les fait disparaître, bien entendu. Et ce quelqu'un, à un moment, va vouloir enlever un homme. Il va échouer. Et à la place, presque pour remplacer ce geste qu'il n'a pas pu mener à bout, il va faire une chose très étrange. Il va aller dans une grange et il va, avec un couteau, découper la peau d'un cochon qu'il ne va pas tuer, mais qu'il va faire saigner. Il va créer comme ça une sorte de cochon sanglant. Presque. Alors tout le monde va se demander. Là, je résume un petit peu. Le texte et le film sont plus énigmatiques, mais au bout d'un moment, la conclusion, c'est que ce qu'il voulait, cet homme, c'était voir du sang, c'était verser le sang. Et puisqu'il n'a pas pu verser le sang d'un homme, il a versé celui d'un cochon. Et puis, plus tard, on découvre quelqu'un qui enquête, et qui enquête notamment en essayant de se mettre à la place de l'assassin, ça c'est très important, va le découvrir, va découvrir qu'en fait les corps des femmes disparues sont cachés dans un arbre. Il va monter dans cet arbre enneigé, et ces corps sont blancs, totalement blanc, pâle. Et puis il va tuer cet homme parce qu'il considère que ce qu'il a découvert là ne relève pas de la justice des hommes. Et il va se passer un phénomène, alors là je le résume, c'est qu'il va immédiatement après l'avoir tué, déjà c'est d'une façon assez étrange cette décision de tuer cet homme plutôt que de le livrer à la justice, il va être presque contaminé par cette pulsion de mort. Et il va vouloir à son tour devenir un assassin. Et il va prendre la cordelette avec laquelle l'homme capturait les femmes et les étranglait. Et il va se mettre à vouloir lui-même, à un moment, étrangler des femmes. Alors avant que je vous en dise plus sur ce récit un peu énigmatique, on va voir la toute fin du film. C'est-à-dire le moment où cet homme a pris la cordelette et tout d'un coup, pris d'une pulsion, va vouloir à son tour devenir l'assassin. Et voilà comment vous allez voir donc ce moment et comment ça va se résoudre à la toute fin du film. Donc on voit cet extrait d'Un roi sans divertissement, s'il vous plaît, l'extrait numéro 2. Je voudrais simplement mettre un peu d'ordre dans mes idées. Je n'y suis jamais arrivée, ça m'a pas empêché de vivre. S'il ne s'agissait que de vivre, il s'agit d'y prendre plaisir. Ça alors, je me suis prise de toutes les façons. Peut-être pas la bonne. Il y en avait de bonnes, il y en avait de mauvaises, il y en avait de toutes les sortes. Pas vraiment la bonne? Non. Pourquoi? On n'ose pas. Il faudrait. Nous n'avons jamais parlé aussi gentiment. L'occasion ne s'était jamais présentée? Ou peut-être on n'en avait pas besoin. Je vous remercie de votre amitié.
c'est la fin du film. Alors, bien sûr, ça peut paraître très abstrait, et ce qui est beau, c'est que Giono, comme je l'ai dit, dans son propre adaptation, pousse encore plus loin l'abstraction déjà présente dans le roman. D'ailleurs, dans le roman, ça se passe sur des années. Cet enquêteur revient, il y a une chasse au loup, il tue le loup comme il a tué l'assassin des femmes, et donc il y a une sorte de retour comme ça de la violence, jusqu'à cette scène où, tout d'un coup, pris d'une pulsion, il achète une oie et il demande qu'on la décapite simplement pour voir le sang sur la neige. Alors dans le roman, il passe une journée entière comme ça à fixer le sang de l'oie jusqu'au moment où il se rend compte qu'il ne peut peut-être plus résister à ses pulsions et se suicide d'une façon beaucoup plus spectaculaire qu'ici, puisqu'il fume le cigare et il décide de fumer un bâton de dynamite. Et dans le lyrisme propre à Giono, il dit quand sa tête explose, tout le village voit la tête comme ça devenir immense. Et il dit, c'était la tête de Langlois qui prenait, il s'appelle Langlois le personnage, c'était la tête de Langlois qui prenait enfin les dimensions de l'univers. Et ça se termine sur cette citation de Pascal qui donne son titre au livre, « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ». Parce qu'au fond, l'interprétation de tout ce parcours abstrait de cet homme qui va être fasciné par une violence qu'il va essayer de retenir en lui jusqu'à la reproduire en la détournant d'abord en versant le sang d'une oie sur la neige, puis son propre sang. C'est tout simplement cette idée d'un roi sans divertissement, de remplir un vide. C'est-à-dire tout d'un coup, même les villageois se rendent compte qu'en fait, ce qui lie tous ces crimes, c'est soit la disparition des personnages, soit l'idée de faire couler leur sang. Et donc il y a des moments comme ça dans le roman où certains le disent très explicitement, et notamment dans un passage où il y a une référence à Perceval, où il y a un personnage qui dit, ça c'est dans le roman, le sang sur la neige, très propre, rouge et blanc, c'était très beau. Et à ce moment-là, le narrateur dit, je pense à Perceval, hypnotisé, endormi. Et d'ailleurs, Langlois ne fait pas tuer n'importe quel oiseau, il fait tuer une oie, qui est précisément l'oiseau qu'a vu Perceval. Mais là, c'est le mouvement contraire. C'est plus tout d'un coup un accident qui va provoquer une image. C'est l'idée de soi-même provoquer une image. C'est l'idée de soi-même remplir ce vide du blanc. Parce que c'est ce que décrit aussi le livre. C'est tout d'un coup un espace qui est tellement envahi par le blanc, ce blanc qui contamine tout l'espace, que ça devient un espace absolument sans événement, neutre, sans violence. Et que la seule réponse à ça, pour certains hommes, c'est de créer de l'événement, c'est de créer de la violence. Et donc, le degré zéro, si vous voulez, de cet événement, c'est verser le sang sur la neige. C'est verser du sang sur la neige pour que tout d'un coup, effacer ce vide terrifiant du non-événement. Et donc là, ça crée une image abstraite, mais c'est quand même l'idée de remplir cet espace. Qui renvoie là dans le roman peut-être à la page blanche, qui renvoie aussi à la toile du peintre. Dans le roman, il y a aussi un passage où c'est très clairement dit. Il y a quelqu'un qui parle de Marie Chazotte, qui est la première jeune fille qui a été enlevée et qui tout d'un coup a une sorte d'intuition. Il se dit, mais Marie Chazotte, elle était très pâle, elle avait les cheveux très bruns, elle devait donc avoir un très beau sang. Dit un personnage. Vous voyez comment les personnages qui sont témoins du crime sont un peu contaminés aussi par ce qui nous est décrit, par ce qu'ils comprennent en fait. Ils comprennent instinctivement, parce que eux aussi vivent dans cette blancheur, qu'il y a quelque chose. Ils comprennent tous en fait cette pulsion de verser le sang. Et jusqu'à un des personnages qui se dit, elle devait avoir un très beau sang. Et à ce moment-là, il répète, je dis beau. Parlons en peintre. Et à ce moment-là, il dit lui-même, ce personnage, que quand il pense au sang de Marie Chazotte, il y pense en tant que peintre. Donc le sang, c'est du rouge sur du blanc, pour remplir un vide terrifiant, un vide existentiel absolument terrifiant, dont il est question dans le dialogue de fin, où il s'agit de qu'est-ce qu'on fait de sa vie,
Et alors, il y a cette idée dans le film, très belle, qui n'est pas dans le roman, c'est que il y a deux mouvements, puisque, en fait, Giono, l'intelligence du scénario de Giono, c'est d'y penser, et c'est pour ça sûrement qu'il a choisi d'adapter ce roman de lui, c'est encore une fois, il recentre son scénario sur les motifs visuels. Et à la fin, ce qui circule entre les personnages, ces dénouements, finalement se résume à des motifs visuels, et notamment cette chose qui n'est pas dans le roman, qui est la circulation comme ça du rouge sur le blanc, puisque d'abord il semble se vider de sa propre pulsion en vidant le sang de l'oie sur la neige, et puis tout d'un coup il y est ramené en voyant du rouge comme ça sur la table, détail qui n'est pas encore une fois dans le roman, et qui le renvoie comme ça tout d'un coup à sa pulsion, et c'est là où il sort une seconde fois pour verser son propre sang sur la neige. À ce moment-là, il y a la chanson de Jacques Brel, « Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient ?», qui est assez belle, mais qui est un peu explicite sur l'idée qu'effectivement, ce dont il s'agit, c'est de combler l'ennui, de combler cet ennui, ce non-événement, ce vide absolu du blanc. Alors, voilà, ça c'est un autre mythe très adapté d'une très belle manière au cinéma et qui puise de façon très explicite dans le roman, dans celui de Perceval, mais en inversant d'une certaine manière, peut-être la figure, non plus en faisant de ce qui apparaît sur la neige une figure d'éblouissement, mais au contraire ici de la violence, de la pulsion violente, qui est une grande question qui hante Giono, cette question de la violence. Alors, un troisième mythe littéraire auquel j'ai pensé aussi, qui lui n'a jamais été adapté au cinéma, curieusement. Enfin, peut-être que c'est inadaptable au fond. C'est Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe. Vous savez, c'est le seul roman d'Edgar Allan Poe, Arthur Gordon Pym. Et Arthur Gordon Pym, c'est un roman d'aventure assez fou, qui avait été assez mal accueilli d'ailleurs à l'époque, parce que c'était un roman apparemment très répétitif, puisque Arthur Gordon Pym va de bateau en bateau, de rébellion en rébellion, et puis à un moment, le roman va très loin dans la violence, puisqu'ils doivent à un moment pratiquer le cannibalisme. Et puis surtout dans ce roman, il y a cette fin qui a pas mal fasciné les commentateurs, c'est que le livre se termine sur une île qui s'appelle Tsalal. Et cette île est toute blanche, c'est une sorte de grand glacier. Et à l'intérieur de cette île, il y a des sortes de souterrains, comme ça, de labyrinthes dans lesquels se perdent les personnages. Et puis dans cette île vit un peuple noir très cruel. Et à un moment donné, un personnage demande... peut-être Arthur Gordon Pym, je crois, pourquoi tant de cruauté? Et la seule réponse de l'indigène, c'est de lui montrer ses dents qui sont elles-mêmes noires. Et puis à un moment, on nous est dit que ce qui se passe dans ces labyrinthes-là, un des personnages l'a retranscrit en signes. Et qu'en retranscrivant ces signes, les formes que dessinent ces labyrinthes, eh bien, on peut lire une sorte, ça renvoie à certains langages primitifs et où il est question du noir et du blanc, du combat du noir contre le blanc, mais vraiment de la couleur. Et puis le livre se termine par une sorte de grande voile blanche qui arrive sur les personnages, et puis ça se termine là. Alors cette fin complètement abstraite dans cette île a donné lieu à beaucoup d'interprétations, y compris psychanalytiques, comme Marie Bonaparte qui voyait une sorte de grande de métaphore de la mer et de l'inceste, etc. Et puis il y a eu cette interprétation qui m'a toujours excité beaucoup, qui est celle de Jean Ricardou, qui disait qu'au fond, si on regarde bien, ce lieu, cette île, au fond, dit-il, c'est le lieu même de l'écriture. Il dit, voilà, ces hiéroglyphes dans le sol, c'est ce qu'ils disent. Ce combat du noir et du blanc, c'est l'encre et la page blanche. C'est pour ça que les indigènes veulent dominer ce territoire et que la seule chose qu'ils ont à montrer, c'est leur noirceur qui va jusqu'à la noirceur des dents. Et qu'au fond, ce qui arrive à la fin, cette blancheur absolue, c'est la page blanche qui l'emporte.
c'est presque la fin la plus littéraire qui soit, c'est-à-dire de dire, au fond, ces personnages sont perdus dans une page, cette île blanche, c'est la page, les indigènes noirs, c'est l'encre, et la fin, c'est le blanc de la page qui l'emporte. Donc il y a beaucoup d'indices comme ça dans le texte qui pourraient corroborer cette interprétation de Jean Ricardou, qui après a été contestée, donné lieu à beaucoup de commentaires, mais que j'ai toujours trouvé extrêmement excitante. Et bien entendu, je me suis demandé si on pouvait... Enfin, par ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui a été fasciné par le roman, c'est Borges, l'écrivain argentin, qui disait qu'une des choses qui le fascinait dans ce livre, c'était l'idée de faire que le blanc devienne une couleur horrible. C'est-à-dire tout d'un coup que l'horreur, ce soit la blancheur même. Et il développait Borges en disant que c'était sûrement un livre qu'avait lu Melville quand il a fait Moby Dick, en reprenant cette idée du blanc comme une figure d'horreur qui peut nous engloutir et qui renvoie là aussi peut-être à la blancheur de la page. Alors, pour revenir au cinéma, je me suis demandé si c'était adaptable ça au cinéma. Ça parle tellement de l'abstraction presque de l'écriture, c'est presque une vision tellement abstraite du blanc et de la façon de remplir ce blanc que c'est peut-être inadaptable, mais il y a des films comme ça où il y a des personnages qui se perdent dans le blanc, dans une sorte de... qui sont gagnés par le blanc petit à petit, qui est celui de la lumière, qui est celui de l'écran, comme si la blancheur de l'écran, comme ça, tout d'un coup s'imposait à eux jusqu'à les faire disparaître. Bon, alors il y a un exemple, par exemple, c'est je ne vais pas montrer l'extrait, mais c'est dans Rêve de Kurosawa, il y a un rêve qui s'appelle La tempête de neige, où des soldats sont perdus dans la neige, dans une tempête, et rencontrent un personnage très important dans le folklore japonais, qui est la fée des neiges, et qui est une fée qui hypnotise comme ça ceux qui la croisent, et qui les glace, et qui les fait disparaître comme ça, peu à peu dans la neige. Alors ça, Kurosawa l'a figuré dans un épisode de Rêve, c'est-à-dire littéralement des personnages qui sont engloutis comme ça, peu à peu par la neige et par la blancheur, jusqu'à être totalement, presque jusqu'à ce que l'écran devienne quasiment totalement blanc. Mais j'ai pensé aussi à un film, alors... qui va très loin aussi dans l'aventure d'un personnage perdu dans la neige. C'est un film assez récent de 2010 qui est Essential Killing de Jerzy Skolimowski, qui est vraiment là l'histoire d'une aventure dans le blanc vraiment. Alors Skolimowski, c'est un cinéaste polonais mais qui a dû à un moment quitter la Pologne après que l'un de ses films ait été censuré haut les mains, et qui a notamment fait un film en Angleterre, peut-être son film le plus célèbre et sûrement l'un de ses plus beaux, qui s'appelle Deep End, où il y a une très belle histoire de neige. J'aurais pu aussi vous passer cet extrait, mais comme ça a été beaucoup plus commenté, cette scène, j'ai préféré l'abstraction d'Essential Killing aussi, qui va plus dans le sens de mon propos, mais je peux raconter celle de Deep End, puisque c'est qui n'est pas sans rapport avec Essential Killing. Dans Deep End, il y a une scène qui est pour Skolimowski l'origine même du scénario. Ça venait d'une anecdote qu'il avait entendue de quelqu'un qui avait perdu un bijou dans la neige et qui donc s'était demandé comment on récupérait ce bijou. Donc il fallait récupérer toute la neige, essayer de la faire fondre. Et à ce moment-là, Skolimowski s'est imaginé une scène où on récupérait comme ça, on dessinait tout un périmètre autour du bijou perdu, on ramassait toute la neige et on l'emmenait dans une piscine pour la faire fondre. Et à partir de ça, il a développé l'histoire d'un jeune homme qui travaille dans cette piscine. Et donc il est amoureux d'une jeune femme et c'est elle qui va perdre le bijou, etc. Donc cette scène absolument centrale de la neige comme ça qu'on transporte pour la faire fondre. Essential Killing, c'est un film qu'il a fait... assez récemment. Donc, il faut rappeler que Skolimowski n'a quasiment pas fait de film pendant, je crois, 12-15 ans. Il s'est arrêté un moment pour peindre. C'est très important. Il a fait beaucoup de peinture. Et notamment, dans son travail de peinture, il était assez fasciné par la peinture japonaise et par une sorte de minimalisme comme ça de la peinture japonaise, et aussi par l'espèce d'efficacité du trait, comme ça, dans la calligraphie japonaise. Bon, il a souvent dit que ça l'a absolument passionné. Et quand il s'est mis à refaire du cinéma, il faut savoir, à propos d'Essential Killing, deux choses. C'est d'abord qu'il est retourné, il a vécu aux États-Unis, toute sa période de peintre, et puis il est retourné habiter en Pologne, dans une région très sauvage qui est la Mazurie,
et qui en hiver est recouverte de neige, comme ça, de façon impressionnante. Et donc ces deux premiers films de son retour en Pologne ont été tournés là-bas. Et en Mazurie, il avait entendu parler d'une chose qui l'a énormément intrigué, qui est à l'origine du film, c'est que on raconte que des avions de la CIA atterrissaient souvent dans cette région de la Mazurie. Et l'hypothèse, c'est qu'il y avait là-bas une sorte de centre où on emmenait de prison, où on emmenait des prisonniers, notamment des talibans, et c'est souvent qui étaient en transit vers Guantanamo, mais qui avait là un camp de prisonniers. Et donc il s'est imaginé tout d'un coup un taliban emmené en Mazurie et qui parvient à s'échapper et qui se retrouve dans cette région totalement enneigée, qui est le contraire absolu de là d'où il vient. On le voit d'ailleurs au début du film, dans un désert immense, sec, aride, et qui se retrouve dans un état presque primitif. Alors ce qui est intéressant, c'est que le film est absolument pas idéologique, politique, c'est-à-dire que même toute interprétation politique du film se cogne à sa radicalité. C'est-à-dire que pour lui, l'idée du taliban, c'est vraiment partir de ce fait réel et d'imaginer ce que deviendrait un personnage totalement déplacé dans ce lieu et qui est obligé de survivre dans la neige. Donc il montre quelqu'un qui est obligé de retourner à un état primitif, c'est-à-dire de se lécher les écorces pour boire, de manger des insectes. À un moment, sur un chemin, il y a une femme qu'il pousse et il boit son lait à son sein comme un enfant. Donc c'est une sorte de retour là aux origines, presque à une sorte d'enfance de l'humanité, de sauvagerie, qui est accompagné par tout ce parcours dans la neige, dans ce territoire blanc, qui est aussi là un retour, une sorte de lieu qui devient à la fois très concret, très sauvage, et qui prend à certains moments du film presque une dimension abstraite. Alors on va voir un extrait du film, qui est un extrait relativement doux, parce qu'il y a des scènes assez violentes. À un moment, il se bat contre des bûcherons avec une tronçonneuse, ce qui explique qu'il est recouvert de sang au tout début de la scène que vous allez voir. Et donc on va voir cet extrait, qui est un moment comme ça du parcours de cet homme perdu dans la neige. Donc extrait numéro 3 d'Essential Killing, s'il vous plaît. C'est pas Arthur Gordon Pym, mais c'est quand même, je pense, un des exemples les plus radicaux d'une aventure qui se réduit à un moment donné à la simple idée d'une figure humaine perdue dans un espace gagné par le blanc. Skolimowski a dit très clairement que c'est un film, c'est son film, peut-être son seul film au fond, où il a aussi pensé en peintre, où il a pensé à son propre travail de peinture, d'essayer d'aller vers une sorte d'abstraction comme ça. Et bien sûr, ce qui est beau au cinéma, c'est que ce paysage aussi est enregistré, c'est un paysage réel, donc c'est à la fois éminemment concret, y compris l'aventure de cet homme qui doit survivre, et en même temps,
ça tend vers une forme d'abstraction, notamment avec ce motif de la neige, et aussi parce qu'au bout d'un moment, ça ne raconte plus rien d'autre que l'idée d'une figure humaine traversant le blanc. Par ailleurs, vous avez vu, il y a des pointes de couleur, il y a le rouge du sang, encore une fois. Alors cette tache du rouge sur le blanc, il en devient lui-même le porteur. Il y a toute une évolution d'ailleurs dans le film de ses costumes. D'abord, il a une sorte de costume comme les prisonniers de Guantanamo, orange, comme ça, fluorescent. Puis ensuite, il va voler un blouson noir, et puis ensuite, il va voler ce costume blanc, jusqu'à, voilà, qui va encore aller plus loin, permettre d'aller encore plus loin dans l'idée qu'il se confond avec le paysage, qu'il est presque submergé par ce paysage. Et puis, il y a ces moments comme ça, presque on est dans l'hallucination. Là, ça passe par ces 3 points rouges qui sont les baies qu'il mange. On peut se demander si c'est ces baies qui créent l'hallucination ou tout simplement la faim. Et puis un autre motif coloré où tout d'un coup il va voir où l'eau, tout d'un coup simplement le flux de l'eau va le ramener à une couleur, au bleu et à une étoffe qui va le renvoyer à cette femme qui apparaît parfois dans certaines scènes de souvenirs. Donc ce lieu est à la fois un lieu d'effacement et d'apparition, là aussi, ce blanc. Et voilà, et après j'aurais pu continuer un peu plus loin l'extrait, où il va être comme ça, entouré comme ça d'une meute de chiens, des chiens noirs et blancs qui vont être comme des points comme ça, qui vont comme ça l'encercler. Et donc encore voilà, l'apparition d'une 3e couleur mouvante, le noir qui va l'encercler. Et tout ça, voilà, pour aller toujours dans un rapport comme ça entre des choses éminemment concrètes, mais qui tendent vers une abstraction grâce à la neige, encore une fois. Et c'est un film qui se termine totalement dans le blanc, puisque le personnage arrive à trouver un cheval, il est blessé sur ce cheval, et puis tout d'un coup, on le voit comme ça tenter de s'échapper avec ce cheval sur la neige. Et puis le film se termine sur des plans simplement de la neige blanche et du cheval blanc avec juste sa tache de sang à lui. Donc il y a une sorte de disparition comme ça de personnage dans une ellipse qui va jusqu'au bout de cette idée qu'il termine lui aussi enfoui comme ça dans la blancheur. Alors voilà, là on était plutôt quasiment dans des exemples d'abstraction cinématographique par rapport à cette question du blanc. Alors on va avoir aussi maintenant peut-être que le blanc des origines, c'est celui qui peut renvoyer à quelque chose de plus concret, qui est la mémoire, et une mémoire ancienne, enfouie, et notamment à celle de l'enfance. Donc là, on va voir d'abord un extrait de Citizen Kane d'Orson Welles, 1941, peut-être classique parmi les classiques, mais souvent comme les grands classiques, est-ce qu'on les revoit si souvent que ça ? Donc c'est l'extrait très important dans le film, central, où le jeune Kane va être, où l'homme qui va l'adopter, le riche industriel qui va l'adopter, vient le chercher, c'est ses parents. Donc c'est la seule scène vraiment d'enfance de Kane que l'on voit, et qui s'avérera être toute la clé du mystère du film. Puisque vous savez, le film commence par la mort du personnage de Charles Foster Kane. Il meurt en faisant tomber une boule de neige en verre et en prononçant le mot Rosebud. Et les gens qui enquêtent sur sa vie vont, pendant tout le film, vous connaissez l'histoire, se demander qu'est-ce que c'est que ce Rosebud. Donc, et la clé, on le découvrira à la toute fin, se trouve dans cette scène. Et surtout, vous allez voir, je trouve que c'est une magnifique façon de faire remonter un souvenir du blanc de la page d'abord, et puis du blanc de l'écran ensuite. Voilà, donc on va voir cet extrait numéro 4 de Citizen Kane. Yes, Mommy? Mr. Thatcher's going to take you on a trip with him tonight. You'll be leaving on number 10. That's the train with all the lights on it. You going, Mom? Well, no, your mother won't be going right away, Charles, but she'll be... Where am I going? You're going to see Chicago and New York and Washington, maybe. Ain't he, Mr. Thatcher? He certainly is. I wish I were a little boy going on a trip like that for the first time. Why aren't you coming with us, Mom? We have to stay here, Charles. You're going to live with Mr. Thatcher from now on, Charlie. You're going to be rich. Your ma figures.
Well, that is, me and her decided this ain't the place for you to grow up in. You'll probably be the richest man in America someday, and you ought to get an education. Lonely, of course not. Why, we're going to have some fine times together. Really we are, Charles. Now, shall we shake hands? Oh, come. I'm not as frightening as all that, am I? Now, what do you say? Let's shake. Why, Charles! Charles, you almost hurt me. What's that on the Charlie! What's that to lay with? What happened? You're... I'm sorry, Mr. Thatcher. What that kid needs is a good thrashing. That's what you think, is it, Jim? Yes. That's why he's going to be brought up where you can't get at him. Well, Charles. Merry Christmas. Merry Christmas. Voilà, donc là au début, on a littéralement un souvenir qui sort, qui surgit comme ça d'une page blanche, une figure humaine comme un petit point noir qui surgit entre les lettres noires, qui en plus, là, alors si peut-être, je crois qu'on ne s'en rend pas trop compte avec cette image qui vient d'un DVD, mais si on voit, je pense en 35 mm, les flocons des premières images renvoient très précisément aux flocons de la boule de verre que Cain fait tomber en mourant, c'est-à-dire des flocons un peu irréels, très très brillants comme ça. Je ne sais pas si on les a vus ici. Donc ça renvoie à la fois, voilà, une image de souvenir qui sort à la fois d'une page et qui renvoie aussi à une boule de neige artificielle. Et puis, dans la suite de l'extrait, il y a ce moment que je trouve très, très beau, très émouvant, où cette image souvenir de l'enfance, une sorte de peut-être d'idéal de l'enfance, et en même temps déjà assez pathétique, parce qu'on voit Cain profondément seul. C'est un personnage qui sera seul toute sa vie. Et là, il est déjà seul, enfant, et il semble jouer avec d'autres enfants, parler à d'autres enfants, ou alors est-ce qu'il parle à sa mère? Mais en tout cas, il crie dans le vide et il joue seul. Et cette solitude de l'enfance est amplifiée dans la seconde partie quand il s'agit de négocier un peu ce que va son avenir, où on le voit au fond dans cette petite fenêtre jouer. Et ça renforce l'idée que cette image, que justement ce souvenir d'enfance, de l'enfant dans la neige, ça le renvoie encore plus à l'idée que c'est une image, que c'est quelque chose, oui, que ça crée une sorte d'image dans l'image, d'écran dans l'écran. Hein, c'est comme c'est une petite, voilà, oui, l'enfance de Cain là réduite à une image lointaine au fond du plan, qui dit combien déjà cette enfance est réglée et déjà presque achevée, et presque de le figurer en le réduisant comme ça, en réduisant l'image à l'intérieur même du plan par l'utilisation de la profondeur de champ. Plus tard, il y a ce fameux moment où il pousse Thatcher, cet homme qui sera son père adoptif en quelque sorte, avec sa luge. Et plus tard, enfin, dans un moment juste avant dans le film, on l'a un peu charrié, Thatcher, comme ça, en lui rappelant ce souvenir, en disant il paraît que la première fois que vous avez rencontré Cain, il vous a donné un coup de luge, etc. Et cette luge, on va la voir dans les plans comme ça où il est déjà, on suppose, parti. Cette luge abandonnée dans la neige, on va la voir comme ça, recouverte peu à peu de neige, de plus en plus. Et puis, ça va raccorder avec un autre blanc qui est celui du papier que va couper Cain, le papier qui va déchirer pour découvrir un cadeau d'anniversaire qui est justement une luge, une autre luge plus luxueuse. Or, bien sûr, voilà, vous avez sans doute vu le film, mais cette histoire de Rosebud, seul le spectateur en a la réponse. Je sais qu'il y en a qui se bouchent les oreilles. C'est que, je le dis quand même, c'est que c'est le nom de cette luge, Rosebud. C'est le mot qu'il avait écrit sur sa luge d'enfance. Et en mourant, il pense à ça, il pense à cette luge précisément qu'il a abandonnée en quittant sa mère et qui a été remplacée par une autre luge un peu plus luxueuse. Par ailleurs, ce qui est assez beau dans le raccord que fait Wells, c'est que le blanc de la neige eh bien, raccorde avec ce papier qu'il déchire pour découvrir l'autre luge. Voilà, il y a la luge de l'enfance abandonnée, recouverte par la neige, et il y a la luge
sa nouvelle vie luxueuse qui apparaît dans du papier blanc. Or, le papier aura une grande importance dans la vie de Kane, puisqu'il deviendra un grand directeur de journaux, donc il y a quelque chose, en tout cas dans les premières scènes, avec l'imprimerie, la découverte du papier, etc. Donc il est passé du monde de la neige au monde du papier, si vous voulez, d'une certaine manière, d'une blancheur à une autre. Et ce souvenir comme ça qui ressort du papier, voilà, c'est une façon d'inverser le temps, d'un papier à un autre, et entre les deux surgit ce souvenir qui ressurgit de la blancheur. Alors, le blanc des origines, c'est pas seulement celui de l'enfance, ça peut être aussi celui de l'inconscient, qui est lié à l'enfance. Et alors, il y a un film qu'il a filmé de manière très littérale, et peut-être d'une façon tellement littérale qu'on lui a parfois reproché. C'est La maison du docteur Edwards d'Alfred Hitchcock, qui est un film de 1945, et qui est souvent un film assez mal aimé, parce que c'est un film qui traite de la psychanalyse, et même dans l'idée de Selznick qui a produit le film, il y avait l'idée de vraiment faire un film presque pédagogique sur ce que c'était que la psychanalyse. Donc le film est très frontal et très démonstratif. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle solution cinématographique trouve Hitchcock pour traduire la psychanalyse, ou aussi ce que la psychanalyse permet comme invention de récit, ou comment la psychanalyse permet une sorte d'abstraction, permet de bâtir un récit sur une autre forme d'enquête, de bâtir un récit sur des signes, et aussi justement sur des, juste sur des lumières, sur des teintes. Voilà, la psychanalyse permet de raconter une histoire comme ça autrement. Alors, avant qu'on voit l'extrait, je vous résume un peu ce qui s'y passe. Le docteur Edwards arrive comme ça dans une clinique, dans un hôpital psychiatrique dont il est nouveau directeur. Et très vite, il apparaît que c'est un usurpateur, qu'au fond, c'est un malade, un patient du docteur Edwards. Et le docteur Edwards a disparu. Et bien entendu, la première hypothèse, c'est que cet homme l'a tué. Or, entre-temps, le docteur Constance, joué par Ingrid Bergman, est tombée amoureuse du docteur Edwards et elle est persuadée qu'il y a une autre histoire sous cette histoire. Que la solution, c'est pas juste que cet homme a tué le docteur Edwards, mais qu'il était malade et qu'il y a une autre vérité, qui est cette histoire qu'il refoule en tant que malade. Patient, en tout cas, je ne crois pas qu'on dise malade en psychanalyse, en tant que patient du docteur Edwards. Donc il va y avoir deux enquêtes. Il va y avoir cette question, a-t-il tué le docteur Edwards? Et puis surtout, il va y avoir l'enquête de celle qui l'aime, Constance, qui va essayer de découvrir voilà, quelle est cette histoire qui l'enfouit en lui, qui refoule, et qui le rend amnésique et qui lui donne un complexe de culpabilité. Alors elle va passer par notamment l'étude des rêves. Il y a des scènes de rêves dans le film qui ont été imaginées par Dali. Ce pas les scènes de rêve les plus fines de l'histoire du cinéma. Et donc, on va essayer d'interpréter les rêves. Et puis, tout d'un coup, il y a une révélation dans le film. C'est dans une scène où, avec un ami psychanalyste, Constance essaie de traduire les rêves du faux docteur Edwards, qui, tout d'un coup, va avoir un trouble et qui va... Vous allez voir à quoi c'est lié, ce trouble. Et ça va créer tout d'un coup une sorte d'illumination chez Constance qui va expliquer beaucoup de choses du film. Et notamment une chose étrange parmi les troubles de la personnalité de ce faux docteur Edwards, c'est qu'il est effrayé par le blanc. C'est que quand il y a beaucoup de blanc, tout d'un coup, il est pris d'une sorte il est tétanisé par le blanc. Il y a une scène comme ça, il est dans sa salle de bain avec la crème à raser, et tout d'un coup, le blanc du lavabo, le blanc de la crème à raser, etc. C'est... Le submerge et lui donne une sorte de vertige. Il est aussi troublé par tout d'un coup des traces de fourchettes sur une nappe blanche. Donc il est troublé par le blanc et par des traces sur le blanc. Et tout d'un coup, voilà, Constance va avoir un déclic, elle va comprendre quelque chose sur ce blanc au moment que l'on va voir maintenant. Donc l'extrait numéro 5, s'il vous plaît, La maison du docteur Edwards d'Alfred Hitchcock. Ski tracks in the snow. That's what those dark lines symbolize for him. His horror of them means, of course, that they are immediately connected with the cause of his amnesia. Yes, murder on skis.
Where did Edwards go for his skiing? We must find out. Can you tell us where? Try. He has told us already. In his dream. Let me see your notes. What can we do for him? Oh, you're not his mama. You're an analyst. Leave him alone. He will come out of this by himself. The sloping roof. That means only mountainside. They were skiing. And the father image, the bearded man, is Dr. Edwards. That's very simple. Dr. Edwards plunged over the precipice while skiing. And then a shadow chases him up and down a hill. That could mean he was escaping from a valley. Skiing resorts are often called valleys, like Sun Valley. He was being pursued by a winged figure, a witch or a harpy. No, the figure was you. If you grew wings, you would be an angel. The dream is trying to tell him the name of a resort. Angel. Angel Valley. Do you remember Angel Valley? No. Well, we can call a travel agency and check all the resort names. It wasn't Angel Valley. I remember it. It was a place called Gabriel Valley. Alors, Lacan disait que l'inconscient est le chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré. Voilà, définition très simple de l'inconscient donnée par Lacan. Là, il filme ça au pied de la lettre, en fait, Hitchcock. C'est-à-dire, comment on recouvre le refoulé par le mensonge. C'est une histoire de mensonge, d'usurpation. Et ce qui se cache sous cette usurpation, c'est un souvenir refoulé. C'est un blanc, au sens figuré du terme, mais aussi au sens propre. Et ce que j'aime dans cette idée-là, dans le film, c'est que c'est un film qui décide, où le projet est de vraiment montrer ce que c'est que la psychanalyse. Et on se dit d'une certaine manière que ça ne peut passer que par le blanc, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée de montrer comment une construction mentale peut recouvrir un souvenir, comment aussi des signes peuvent tout d'un coup faire ressurgir des bribes de ce souvenir, eh bien, il faut forcément que ça passe idéalement par le blanc. C'est là où peuvent s'inscrire des signes. C'est le blanc qui peut être à la fois une surface de recouvrement et d'apparition. Et qui dit blanc, donc, dit la neige, qui est l'extension du blanc dans le monde, dans l'extérieur. Et donc, il y a comme une sorte d'évidence, tout d'un coup, à ce que, dans le film, cette histoire de refoulement et d'inconscient se résolve dans le blanc et dans la neige. C'est d'autant plus beau que, dans la suite du film, ils vont aller dans cet endroit dont il se souvient tout d'un coup. Ils vont descendre une montagne, et là va lui réapparaître le souvenir traumatique. Alors, je ne le raconte pas, c'est pas la peine, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce souvenir traumatique, il n'est pas question de neige, en fait. Il est question d'un jeu enfantin qui se termine par un accident, mais pas de neige. Alors, ce qui renvoie à la neige, c'est que c'est le blanc d'un mur, et c'est aussi la pente. Et que donc la neige est à la fois ce qui permet de débloquer d'une certaine manière l'inconscient, la neige que l'on voit dehors, la neige sur laquelle on va glisser sur une montagne, mais que la neige ne joue pas un rôle direct dans le souvenir. Donc c'est vraiment que la neige joue le rôle du blanc, d'être le blanc sur lequel on peut faire apparaître des signes, on peut faire même réapparaître des images. Je disais tout à l'heure que la phrase, le titre de mon cours était emprunté à Philippon, donc il est temps que je vous cite la phrase de Philippon qui est extraite d'un texte qui était inédit, qui était un projet de livre au fond sur le rapport du cinéma avec les terreurs enfantines, qui reliait le cinéma à la psychanalyse. Et à un moment, il parle des cinéastes contemporains de la psychanalyse ou marqués par la psychanalyse, des cinéastes aussi différents qu'Hitchcock ou Bergman, et en particulier il parle de ces deux-là quand il dit « La vie de leur film y est constamment menacée de sa propre extinction dans le lieu d'où vient le cinéma, dans la virginité mortifère de l'écran, abolition de tous les signes, exténuation de tous les sens, dans le blanc des origines. » Voilà, donc cette espèce de terreur du blanc que l'on retrouve ici et qui passe par la psychanalyse, qui est tout d'un coup de la peur de l'enfouissement, de l'absence de la disparition des signes, la disparition du sens, qui menace comme ça
dans les films de ces cinéastes. Mais ce qui est beau, voilà, dans La maison du docteur Edward, c'est que vous voyez, je le redis, le blanc, c'est une sorte de surface où tout d'un coup tout va se jouer, et c'est à la fois disparition, apparition, et donc l'image même de l'inconscient. André Bazin, dans un texte qui s'appelle « Il neige sur le cinéma », parlait de la neige comme un pur élément d'absence. Bon, c'est ça qui est effrayant dans Un roi sans divertissement, notamment. Et il disait que dans ce pur élément d'absence, pardon, se conciliaient les contraires, c'est-à-dire à la fois l'absence de couleurs et toutes les couleurs, à la fois la mort et la vie, et j'ajouterais l'apparition et la disparition, pris dans un même mouvement que l'on peut contrarier à un moment donné. Et là, la psychanalyse, dans le film d'Hitchcock, de façon très visuelle, ça permet ça, c'est-à-dire une disparition que l'on va tout d'un coup contrarier et amener vers un processus d'apparition, à travers le blanc, encore une fois. Dernier extrait qui renvoie aussi à l'enfance et qui presque boucle la boucle de tout ce qu'on a vu, parce qu'on va revenir au rouge sur le blanc, qui est un extrait d'un film de Nagisa Oshima qui s'appelle Le Petit Garçon, qui est un très très beau film. C'est un film qui est basé sur un fait divers. Je suis désolé, je raconte beaucoup, mais comme les images dont je parle sont liées à une forme d'abstraction, il faut d'abord raconter un peu le récit pour dire d'où vient tout d'un coup, comment peuvent surgir ces moments d'abstraction à l'intérieur d'un récit. Donc c'est basé sur un fait divers qui est l'histoire d'un enfant qui traverse tout le Japon avec ses parents, d'ailleurs c'est pas sa mère, c'est sa belle-mère, et son petit frère. Ils ont mis en place un stratagème un peu crapuleux pour obtenir de l'argent, et c'est vraiment tiré d'un fait divers qui avait beaucoup marqué Oshima. C'est que d'abord la mère se jette sous des voitures pour demander aux conducteurs des voitures en réclamant de l'argent pour régler la question à l'amiable et pour leur éviter tout problème. Et puis au bout d'un moment, c'est l'enfant, l'aîné qui a 10 ans, qui est envoyé sous les voitures, qui se jette lui-même sous les voitures. Donc il y a ce portrait de cette famille assez pathétique qui traverse tout le Japon en risquant à chaque fois sa vie pour obtenir un peu d'argent. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'il traverse tout le Japon et qu'il termine à la fin tout au nord du Japon, à Hokkaido, dans une région totalement enneigée. La dernière partie du film a lieu dans cette région totalement enneigée. D'ailleurs, le garçon dit que il y a une voix off qui dit que quand il est arrivé là, il avait l'impression de voir une mer de neige et qu'il n'avait jamais vu la neige avant. Et il dit à ses parents... Ils ont parcouru tout le Japon et là ils savent qu'ils sont pour à la fois fuir et tout en ne pouvant jamais être reconnus, tout en pouvant répéter comme ça leurs méfaits dans des lieux où on ne les connaît pas encore. Et quand ils arrivent dans cet endroit, l'enfant dit à son père c'est la fin du Japon, dit-il à son père, en faisant une sorte de lapsus, c'est-à-dire que c'est à la fois le bout du Japon, le grand nord du Japon, et peut-être la fin aussi du Japon, qui va représenter aussi la fin de cette histoire, qui va, en tout cas telle qu'elle est racontée par Oshima, qui va donc se terminer là encore dans le blanc. Et dans la scène qu'on va voir, vous allez voir les deux petits frères qui vont sortir dans la neige. Leurs parents viennent de se battre assez violemment et le grand frère est excédé. Il décide de sortir dans la neige et son petit frère va le suivre. Pardon. Et ce qu'il trouve dans la neige en sortant, c'est une botte rouge. Cette botte rouge, c'est la botte d'une petite fille que l'aîné a récupérée. Et c'est une petite fille victime d'un accident provoqué par son petit frère, bien sûr, bien sûr inconsciemment, involontairement, et tout d'un coup qui est un choc pour l'enfant, parce qu'il se rend compte que non seulement eux risquaient leur vie, mais en faisant ce stratagème, ils risquaient la vie des autres, et donc il est persuadé qu'il y a une petite fille dans une voiture qui a reçu un choc, ses parents fuient, lui il reste, regarde la scène, il voit les ambulanciers qui emmènent la petite fille, et lui se persuade à ce moment-là que cette petite fille est morte de la faute de son frère, et il récupère la botte rouge de cette petite fille qu'il garde comme un fétiche et qu'on va retrouver dans cette fin. Voilà. Donc on va tout de suite voir l'extrait du Petit Garçon de Nagisa Oshima.
前にもわかるんじゃね。この宇宙人はアンドロメダ星雲から来たんだ。こいつはね、正義の味方じゃ。悪いことするやつを、地球の国をやっつけるために来たのじゃ。怪獣じゃちこうない、鬼じゃちこうない、電車じゃち自動車じゃちこうないんじゃ。突き当たったらみんな向こうが壊れるんがじゃ。怪我らはせんし、泣いたりせんぜ。初めから涙がないんじゃ。宇宙人はね、親はおらんし一人じゃき。お父ちゃんもお母ちゃんもおらんがや。本当にこうなった時は星から別の宇宙人が助けに来てくれるがき。僕はそういう宇宙人になろうと思っちゅう。なりたかったんじゃ。けんどいかん。僕は普通の子供じゃき。死ぬこともうまいことできん。ちくしょう、宇宙人だよ、バカ野郎。Voilà, alors ce que j'avais pas dit, c'est que pendant tout le film, l'aîné raconte à son petit frère ces histoires d'extraterrestres, de Dieu. Il y a presque cet imaginaire comme ça qui les accompagne et presque qui leur permet de supporter la réalité. Et donc il y a cette figure qu'il invente de l'extraterrestre d'Andromède, qui est une sorte de figure comme ça de liberté, de perfection. Et tout d'un coup, il la crée, cette figure. Alors tout à l'heure, j'ai dit d'ailleurs que Cain était tout seul dans son enfance. C'est pas tout à fait vrai, c'est encore plus pathétique que ça, parce que vous avez remarqué, Cain est accompagné d'un bonhomme de neige, justement. Et là, ce bonhomme qu'ils vont construire, cet extraterrestre des neiges, où là encore, c'est une tache rouge, enfin, c'est le rouge qui va servir à former le visage, cette botte de cette petite fille qui hante le petit garçon, qui va dessiner le visage de cette créature qu'il va tout d'un coup... à laquelle il va donner une forme pour continuer le récit face à son petit frère, dans ce lieu qui est tout d'un coup presque ce moment du film d'abandon total, où la famille ne sait plus où aller, où ils sont, encore une fois, là, littéralement, ils arrivent au bout du bout que représente ce blanc. Et à ce moment-là, ce moment, quand on voit le film sur toute la durée, est absolument déchirant, parce que c'est le seul vrai moment de révolte de l'enfant. Il y a un moment où il fugue, mais il n'arrive pas à aller assez loin, donc il s'endort près de la mer. Et tout d'un coup, là, il y a un vrai moment de violence comme ça contre ce qui lui arrive. Et c'est d'autant plus pathétique que c'est face à son petit frère, et c'est pour détruire cette créature imaginaire qui lui permettait de vivre, quoi. Enfin, cet imaginaire avec lequel il tenait, cette espèce de projection d'une figure idéale, sans parents, extraterrestre. Voilà, au-delà de cette vie matérielle si douloureuse. Et donc voilà, il détruit comme ça totalement cette image qu'il a lui-même créée dans un moment comme ça de révolte totale. Par ailleurs, il y a une chose qu'il faut dire aussi, alors c'est plus anecdotique, mais c'est important dans le film, c'est que pendant tout le film, il y a à plusieurs moments du film, on voit le drapeau japonais. Alors le drapeau japonais, vous le savez, c'est un rond rouge sur du blanc. Donc le rouge sur du blanc chez Oshima et dans ce film, ça renvoie aussi au drapeau japonais. Vous savez qu'Oshima était quelqu'un qui a voulu faire une sorte de portrait impitoyable du Japon. Et dans ce film notamment, où il s'agit de traverser tout le Japon géographiquement, où il est tout le temps question du Japon comme un territoire à traverser, et presque un territoire trop petit. Hein, le petit garçon qui dit c'est déjà la fin du Japon. Et donc voilà, ce rouge sur le blanc, ça renvoie aussi au Japon, au drapeau japonais. Donc dans cette image se mélange la petite fille morte, la créature imaginaire, et peut-être aussi le drapeau du Japon qu'il détruit comme ça dans un moment de révolte, son seul moment de révolte dans le film.
Voilà, on pourrait arrêter sur cette image qui boucle, pardon, qui boucle la boucle du rouge sur le blanc et de l'enfance et des souvenirs. Peut-être, j'avais prévu un dernier extrait très court, comme une sorte de conclusion, presque d'un envoi vers autre chose, vers une autre vision possible de la neige. Juste pour le plaisir, j'en dirai 2 mots juste après, un extrait de Madame II de Max Ophuls de 1953. Où on va retrouver la neige associée au blanc du papier, mais d'une manière très différente. Donc l'extrait numéro 7, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, ces messieurs du Quai d'Orsay s'impatientent. Ils n'ont donc pas de vie privée. Faites porter cette lettre au train pour Rome. Je sais, très urgent. Et revenez dans 5 minutes pour celle-ci. Le même destinataire. Courrier pour Florence. Par excellence. Ma chérie, depuis 3 mois, je n'ai reçu qu'une fois des fleurs. Jamais une lettre. Où êtes-vous donc? Qu'importe, car vous êtes constamment accompagné par mon... Par mon... Desiderio, désir. Je vous ai toujours répondu, mon chéri. Mais je n'ai pas eu le courage de faire partir mes lettres. D'innombrables lettres. Et vous aurez dit la profondeur et l'importance de mon amitié, qui est devenue mon amour pendant ce voyage sans fin. Voilà, donc une lettre, quand on la déchire, ça redevient du blanc, et donc si ça redevient du blanc, ça peut redevenir aussi de la neige et se mêler à la neige, voilà, et se confondre avec la neige. Ici, là, c'est plus, ça renverrait à une autre idée de la neige, qui est celle que j'évoquais un peu au début, qui est plus du tout la neige comme une figure immuable, qui est celle de l'écran, mais qui est plutôt, au contraire, l'idée du flocon, le caractère furtif du flocon, et aussi le caractère granuleux du flocon, qui renvoie à une autre dimension du cinéma, qui est sa dimension matérielle, le grain de la pellicule, mais aussi la neige de la télévision, telle que la filme Godard, parfois, vraiment en tant que neige, ou les pixels même peut-être, c'est-à-dire la matière même du film, qui est au contraire là quelque chose en perpétuel mouvement, fragile, et voilà. Mais enfin ça c'est une autre histoire, et donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.